Alors, comment les parents appréhendent-ils l'échec de leur enfant? Comment le vivent-ils? Sont-ils sous pression comme leurs enfants? Eh bien, c'est Marie-Christine Linard, secrétaire générale de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, qui va venir nous en parler. Je vais prendre la parole en tant que parent, donc, et au nom de certains parents. Il est assez difficile parce qu'on m'a demandé d'expliquer les problèmes auxquels nous avions à faire face, de ne pas critiquer le système, et je m'en excuse auparavant, le but n'étant pas de jeter l'opprobre, un opprobre quelconque, mais d'essayer de voir quelles sont les réelles difficultés. Donc on m'a demandé d'être courte, j'essayerai de l'être, malgré mon côté pipelette, je vais m'efforcer de restreindre. Et je vais donc vous parler du redoublement et de la difficulté pour les familles de faire face à cette pression scolaire. Donc l'échec en communauté française, manifestement mon PowerPoint ne sera pas disponible, mais il faut quand même rappeler un petit peu l'état des lieux. C'est qu'en communauté française, les dernières années n'indiquent pas une nette amélioration de nos performances. En primaire, on aura toujours un élève sur 25 en moyenne qui redouble par classe, et en fin de 6e primaire, donc, un enfant sur 5 est déjà en retard scolaire. Au secondaire, les chiffres empirent. Donc l'année passée est pire que l'année précédente, ce qui n'était déjà pas terrible. On considère qu'en moyenne, 4 élèves sur 25 ont redoublé en 2009-2010, alors qu'ils étaient 4 sur 28 l'année précédente. Donc parfois, quand on regarde 4 élèves sur 25, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais au terme du secondaire, il y a un élève sur 2 qui est en retard scolaire, et on considère généralement qu'1 sur 3 sortira du secondaire sans être diplômé. Il y a des années qui sont massacrantes. Par exemple, au hit parade de l'échec, donc je tiens à vous repréciser que l'année passée, dans chaque année, on a redoublé plus que l'année précédente, alors qu'on en parle déjà depuis si longtemps qu'on essaye d'être actif sur ce front-là. Manifestement, il y a quelque chose qui bloque et il faut absolument qu'on agisse là-dessus. En 3e secondaire, 22% des élèves vont redoubler. En 5e secondaire, 18%, etc. Donc le hit parade après n'est pas nettement meilleur, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des années qui massacrent au sens propre du terme. On ne va pas parler non plus des différences entre les filières, mais en tout cas, les sections techniques et professionnelles sont aussi un vrai lieu problématique. L'échec scolaire y sévit massivement. Alors, pour les familles, ça représente quoi? Donc, je vais essayer d'être très concrète sur ce que ça implique dans nos vécus familiaux. À la FAPE, on a essayé de rendre compte un peu plus de la réalité de l'échec, parce qu'on a les statistiques du redoublement, ça veut dire qu'on a les chiffres après la seconde session, donc déjà après tout un travail qui aura été fait pendant les vacances par les parents, par des profs particuliers, etc. On a fait un sondage et on arrive à une moyenne de 60% d'échecs scolaires dans le secondaire. 60% d'enfants ont des échecs. Donc ça veut dire que pour en arriver au piètre, malgré tout, résultat et au redoublement massif, il y aura encore eu toute une intervention des familles pour essayer de régler ce problème du redoublement. La difficulté, c'est que le système, manifestement, ne veut pas mesurer l'échec en juin. Ça, c'est un gros problème, parce que pour nous, ça ne rend pas compte de l'ampleur de l'échec scolaire. On voit le redoublement qui est déjà catastrophique, mais l'échec vécu par les familles, les enfants, n'est pas du tout encore rendu compte dans sa réelle mesure. On a des situations qui vraiment interpellent les parents. On a des classes où aucun élève ne réussit. Aucun. Il y a des classes où 4/5, les 2/3 des élèves sont en échec. Il y a quand même des questions que les parents se posent. Et qui regarde ça? Est-ce qu'il y a un réel pilotage? Pour nous, ça manque vraiment. Ce que je vous dis ici, c'est ce que nous constatons dans un système.
je n'aurais pas la prétention de dire que changer les éléments enfin, précisément de ce que je vous dis pourrait transformer l'enseignement. Hein. Donc ici, je parle de ce qui est, pas de ce que nous souhaiterions vraiment, qui se rapproche bien plus de l'enseignement finlandais. Mais au quotidien, voilà les difficultés auxquelles nous avons affaire. Cette année, la FAPE a osé parler de prof-buseur. Parce qu'il y a des cultures de prof-buseurs. On a osé le dire, ça a été assez dur à notre rencontre là-dessus, mais il y a quand même des enseignants qui ont des scores d'échecs scolaires qui interpellent aussi. Il faut que quelqu'un s'attache à ça. Ce n'est pas qu'une question individuelle là où chacun place la barre. Il faut quand même qu'on regarde aussi globalement quelles sont les pratiques. Donc, nous avons demandé qu'il y ait quand même un regard du système de pilotage sur ces questions-là. C'est aussi un gros tabou. Hein. Alors, on a parlé des conseils de classe. Évidemment qu'il y a des questions. Il y a des questions que les enfants portent. Un tel a autant d'échecs que moi, il n'a rien fait pendant l'année, il passe, moi je double avec un échec en moins, un échec en plus. Enfin, on ne comprend pas tellement bien comment le système fonctionne. On a vraiment l'impression qu'il y a des décisions de conseil de classe qui sont vengeresses ou punitives. C'est une leçon, on va faire recommencer l'élève parce que son comportement n'a pas été adéquat et que voilà, finalement, rira bien qui rira le dernier. C'est quand même une année. On ne parle pas de refaire un travail. C'est une année en plus. À refaire la même chose, de la même manière, avec les mêmes enseignants. C'est probable que ça ne se passe pas fort bien non plus la deuxième année. Hein. Alors, un autre problème, c'est la question des recours. Ce sentiment aussi que quand on fait un recours interne, je ne vais pas m'étendre sur les procédures en Belgique ou en communauté française, mais faire un recours interne, parfois la direction ou le conseil de classe dit non, on ne veut pas votre recours. On ne le reconsidère même pas, même si on amène des éléments nouveaux. Et donc, de plus en plus de parents s'orientent vers les recours externes qui sont eux-mêmes des pis-aller finalement. Alors, un autre problème auquel on a à faire face aussi, c'est après les secondes sessions, ou même voire à la fin juin. Le conseil de classe décide que l'enfant doit changer de filière, il doit être réorienté. Mais comment on se réoriente en juin ou le 1er septembre? L'enfant doit aller en professionnel, on le voit bien en mécanique, aucun travail, aucune recherche d'école, aucune possibilité de travailler ce projet-là avec l'enfant, c'est une sanction. Ce n'est pas un projet, c'est une sanction. C'est quand même problématique. Il y a parfois la décision du conseil de classe va à l'encontre du projet du jeune, mais on est obligé de s'adapter pour qu'il reste dans une filière qui lui permettra encore d'avoir un maximum de chance, un maximum d'ouverture et de liberté de choix lorsque sa maturité lui permettra peut-être de faire des choix plus conscients. Alors, les impacts sur les familles sont relativement simples. Hein. C'est la déception et le découragement, singulièrement pour les enfants qui, par exemple, ont travaillé pendant toutes les vacances pour présenter leur seconde session. Eh bien, il y en a encore énormément qui ratent. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous entendez dans la bouche des enfants? C'est « écoute maman, j'ai travaillé tout le temps, je n'ai pas arrêté, j'ai travaillé pendant toutes les vacances, je rate encore, c'est que je suis vraiment con. » C'est assez difficile de remonter le moral et de remettre l'enfant au travail après. Hein. Alors, ça ne fait qu'entretenir une chose, une mauvaise estime de l'enfant, mais pas seulement, une mauvaise estime des parents aussi, qui peuvent effectivement par impuissance s'adresser à l'enfant avec une certaine rancœur. Hein, voilà, il n'a pas réussi, on a fait tout ce qu'on pouvait lui aussi, qu'est-ce qu'il faut quoi? Il y a des parents qui sont vraiment dans cette dynamique-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le parent soutient le système scolaire, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Donc les parents essayent de faire adhérer leur enfant au système scolaire, le faire réussir dans ce cadre-là. Et donc parfois, ça se fait au détriment de l'enfant. Parce que pour qu'il reste intégré au système, on finit par accepter des situations qui lui font violence, c'est peut-être un mot très très fort, mais en tout cas qui ne l'aide pas. C'est la démotivation générale à la maison.
C'est le rejet de l'école et des apprentissages pour le jeune. Et pour les familles, c'est pas facile, dans toute cette dynamique-là, de garder les jeunes ou les enfants accrochés et avoir envie de se lever pour aller à l'école. C'est vraiment pas une évidence. Et finalement, tout le monde abandonne, les parents et les enfants, disant de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose, et l'enfant décroche. Alors, une lueur d'espoir, si j'ose dire ça comme ça, et une des multiples situations paradoxales dans lesquelles se trouvent les parents, c'est qu'il y a le soutien scolaire privé. Il est un fait, il y a de moins en moins de soutien scolaire à l'école et en provenance de l'école. On est entraîné dans des remédiations tout au long de l'année. Donc, dès la première semaine de septembre, on a des enfants qui suivent déjà un cours particulier. On se retrouve dans des remédiations, des cours particuliers sur recommandation lors de la réunion avec les enseignants de faire donner des cours particuliers. Alors pour les classes plus défavorisées, on va dire aller en école de devoir, et pour les autres, on va renvoyer vers le soutien scolaire privé, voire vers d'autres enseignants de l'école qui pratiquent en privé. Évidemment, ce renvoi... Je suis un peu mal à l'aise de brosser un tableau aussi noir, mais bon... C'est quand même une réalité. Par rapport à l'associatif, les enfants qui sont renvoyés vers les écoles de devoir, évidemment, ils ne font pas dans les écoles de devoir d'autres activités qui pourraient venir en accompagnement. Donc c'est l'école et l'école et l'école et l'école. Et autre aspect, c'est la question de la marchandisation, de la réussite scolaire. Donc s'acheminerait-on vers un système où l'école enseigne et le privé fait réussir? En tout cas, la pléthore de cours particuliers, de sociétés privées qui font de la remédiation scolaire, voilà, ce marché est en pleine explosion. De même que le coaching parental. Maintenant, on coach les parents pour qu'ils arrivent à coacher leurs enfants. Et il y a le coach des coachs. Donc, le prof particulier qui accompagne vos enfants sera coaché pour qu'il coache mieux votre enfant. Au quotidien, donc, pour un élève en difficulté, c'est une journée qui n'en finit plus. C'est comme si vous aviez des difficultés au boulot et qu'on vous rajoute 2 heures ou 3 heures après. Question de souffler et de décompresser. Les pauvres enfants qui ont du mal à l'école, c'est une vraie torture quotidienne. Parce qu'ils ont envie de réussir, ils ont envie de rester dans leur école avec leurs copains. Les parents les poussent, y compris dans les milieux défavorisés. Ce concept d'ascenseur social reste quand même présent. L'école est une vraie chance et donc vous avez vraiment des parents issus de milieux socio-économiques défavorisés qui se saignent pour que leurs enfants finissent par réussir. Mais c'est du stress et des tensions en famille, comme l'a dit tout à l'heure monsieur. Voilà, le moment du devoir n'est pas un moment agréable en famille, rarement en tout cas. Faire les devoirs, faire qu'ils soient bons, c'est pas évident non plus. Et une grosse difficulté pour les parents, c'est que il n'est plus question de faire le devoir, mais de refaire la leçon avant le devoir, parce que l'enfant n'a pas compris la leçon. Et donc, ça fait aussi des soirées à rallonge. Vous trouvez des parents qui ne souhaitent absolument pas s'impliquer plus dans l'école, parce qu'ils estiment qu'ils passent déjà leur vie à ça. Et donc, beaucoup de tensions qui dégénèrent parfois dans les familles, raison pour laquelle le privé est aussi sollicité. C'est pour enlever cette charge à l'intérieur des familles. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, une des grosses difficultés, c'est que pour que l'enfant reste à l'école, réussisse, on adhère à un système alors qu'on voit que l'enfant n'y est pas bien, qu'il est traité injustement parfois. Et malgré tout, on dit, allez, il faut l'école, voilà, tu dois t'adapter, fais ce qu'on te demande. Et c'est quand même une réelle violence aussi pour les parents, et les enfants le ressentent comme tel, parce qu'il n'y a plus alors personne pour écouter leur vraie douleur ou leurs vraies difficultés. Alors on en arrive à un système parfois où, contrairement à ce qu'on dit souvent,
on est dans un rapport de force où c'est parents enseignants contre enfants. Et donc il faut absolument qu'on réforme cette manière d'enseigner parce que ça ne nous fait pas grandir. Je pense qu'autour de l'école actuellement, personne n'est heureux. Ni les parents, ni les enseignants, ni les enfants. Donc il faut absolument transformer ça. Un autre dégât collatéral de cette vie scolaire qui s'éternise, c'est l'abandon des activités extrascolaires par les enfants. Vous avez beaucoup d'adolescents qui abandonnent le sport, les activités artistiques, parce que après l'école, il faut travailler 2 ou 3 heures. D'ailleurs, c'est la saison des rentrées de classe. Et donc, vous avez dans les écoles, on vous dit fièrement, attention, ici, c'est une école exigeante. Il faudra consacrer au moins 2 heures par jour au travail scolaire. Vous imaginez, rien que de l'entendre, j'en suis déjà fatiguée. Alors, autre élément dont il faut prendre en compte sur ces pratiques scolaires et ses implications sur la vie familiale, c'est le coût. Il vaut mieux être riche et diplômé quand même pour avoir un enfant à l'école. Hein. Il n'y a pas que le parent qui paye, hein, tout ça, un petit rappel. Donc les tarifs, c'est 10-15 € jusqu'à 65 € de l'heure. En noir souvent, ou bien vous avez les tickets dans les sociétés qui vous vendent des carnets de 10 prestations à 30 €, aux alentours de 30 € ou plus de l'heure. Une heure d'accompagnement scolaire, ça passe vite. Il ne s'est pas passé forcément grand-chose. D'ailleurs, on vous le dit aussi, ce n'est pas parce que votre enfant a des cours particuliers que ça va s'améliorer. Hein. Donc... Mais enfin, au moins, vous avez essayé, vous êtes déculpabilisé. Vous êtes déculpabilisé, vous avez essayé. Alors, ça représente un budget annuel important. Je pense que la Ligue de famille vient de faire une étude sur le sujet des coûts scolaires. Et il citait notamment qu'en moyenne, un enfant du primaire coûtait un peu plus de 830 € par an. Et un enfant du secondaire, enfin un jeune du secondaire, 1500 € par an. C'est sous-estimé pour certains, en tout cas. Mais ça coûte aussi très cher à la communauté française, le redoublement. Et là, comme les taux de redoublement ne s'améliorent pas, le trou dans notre budget ne s'améliore pas non plus. Ce qui fait qu'on était en 2009 à 372 millions d'euros de coûts pour la communauté française, en ce compris 5,8 millions pour le maternel, parce qu'on double en maternelle aussi. Hein, donc... Et en 2010, on est passé de 372 millions d'euros à 422 millions. Donc ça fait 50 millions de plus. À notre avis, il serait peut-être utile de réinvestir cet argent dans d'autres pratiques. Voilà, donc des pistes, oui, l'enseignement finlandais nous fait rêver. Voilà, une valorisation, un respect de chacun pour chacun. Il est vrai qu'on retrouve des situations entre parents et écoles qui ne sont pas toujours sympathiques, mais il est vrai que quand on voit aussi peu de prise en compte de l'enfant, le parent n'est pas reconnaissant, n'est pas respectueux vis-à-vis de l'enseignant. C'est un fait. S'il y a une personne de laquelle vous vous rappelez en vieillissant, c'est de l'enseignant que vous avez rencontré, qui a été extraordinaire dans votre vie. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure mémoire que celui-là. Par contre, quand ce climat qui existe actuellement, c'est que les familles et les enfants luttent contre leurs enseignants et leurs écoles. Il n'y a pas ce côté, on va ensemble pour essayer d'apprendre et d'avancer. Non, c'est parents, enfants contre école. Cette culture-là, il faut absolument la transformer. Ça ne nous amène nulle part. Je veux dire, il faut dire le respect des enseignants, oui, mais ça ne se construit pas comme ça. Il faut des vraies pratiques au quotidien. Donc voilà, des pistes, il y en a tout plein. Hein. Je le redis, l'enseignement finlandais nous fait rêver, même si on nous dit c'est en Finlande. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Que deviennent les jeunes Finlandais après 16 ans, etc. Mais enfin, ça prouve quand même qu'il y a des réformes qui sont possibles et qui sont dans l'intérêt de l'enfant. Voilà, donc nous, ce qu'on veut, pour faire simple, des pédagogies adaptées aux enfants tels qu'ils sont, pas tels qu'on les idéalise, hein, parce que, comme je le dis souvent, on n'arrive plus à faire des enfants qui correspondent à l'école, et ça devient vraiment difficile. Il faut des stratégies d'accompagnement d'apprentissage et d'accompagnement qui sont orchestrées par l'école.
On a l'impression qu'il y a une hémorragie de l'école. Les écoles de devoir font le devoir, le privé s'occupe. On a le sentiment d'une déliquescence de l'école. Elle perd de sa substance. Il faut ramener tout ça à l'intérieur de l'école. Il faut que les enseignants reprennent les projets liés aux enfants. Et le pilote, c'est essentiel. Un autre problème, c'est l'orientation scolaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive en septembre, il va aller là. Mais ça ne va pas, on ne peut pas décider pour vous de vos choix de vie sans que vous n'ayez au moins participé. On peut se tromper, mais on ne peut pas se tromper sans l'enfant. Donc, il faut apprendre à l'enfant à se connaître, à connaître ses goûts, à connaître ses talents et à savoir petit à petit s'orienter. Donc, si à un moment donné, une option ne lui correspond plus, il saura lui-même vers laquelle aller. Il faut arrêter ces tribunaux des conseils de classe. Ça ne va pas. Alors, il faut recentrer les priorités sur l'enseignement. L'enseignement ne peut pas tout faire. Et donc, finalement, nous, comme parents, on aimerait qu'il enseigne. Voilà. Il faut repenser le temps scolaire. Une étude européenne a aussi montré que nos enfants sont ceux pour lesquels la journée est la plus longue et le temps scolaire est le plus long. Enfin, on n'en finit plus d'être à l'école. Donc, repenser ça, revenir à l'essentiel. Évidemment, on souhaite avoir des enseignants heureux. On dit qu'ils doivent être formés, c'est à eux de juger, ou formés différemment, c'est à eux de juger, c'est eux qui savent comment construire leurs propres outils. Mais nous, on souhaite qu'ils soient vraiment formés à détecter les difficultés des enfants et à construire une stratégie pour y remédier, pas forcément y remédier eux-mêmes, mais construire une stratégie. Voilà, donc repenser aussi en termes culturels, et c'est peut-être là notre plus gros souci, notre conception de l'échec. Pour nous, l'échec, c'est raté. Ce n'est pas un aspect de l'apprentissage. Et donc, à chaque fois qu'on échoue, chez nous, on est sanctionné. On rate, on est sanctionné. Et donc, après, on a une communauté française qui souhaite avoir des entrepreneurs, des gens qui vont de l'avant. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit des entrepreneurs. Un entrepreneur, il essaye, il rate, il recommence. Où il avance. Donc, si on veut vraiment progresser, il faut complètement repenser cette culture de l'échec et de la dépréciation que nous continuons à entretenir. Voilà. Et donc, tout ça, ça nécessite certainement une volonté politique, mais surtout une volonté citoyenne, je crois finalement. Je pense que nous devons être derrière la transformation de nos écoles. Voilà. Merci beaucoup Madame Linard, merci pour votre courage et je pense que lorsque dans notre couple parents-enseignants, eh bien lorsqu'on se dit les choses, eh bien c'est à ce moment-là, je pense que comme dans tout couple, on peut reconstruire, on a finalement un couple beaucoup plus fort et donc je suis certain qu'on va vers des changements et vers une école qui sera plus heureuse pour les parents, les enseignants et surtout nos enfants.